Révolu droit. On a les petites cloches. La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très heureuse de recevoir Valérie Bigot. Bonjour Valérie Bigot. Bonjour Clémence, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous. On va peut-être demander au technicien qui est derrière tout ça de remonter un petit peu votre son si c'est possible. Vous êtes docteur en droit de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chercheuse indépendante et surtout vous proposez ce livre, La véritable alternative au Great Reset, aux éditions Sigest, vers un renouveau de l'État avec Révolu droit. Alors, pour comprendre un peu votre point de départ, vous parlez d'attaques systémiques, pardon, c'est plus grave, systémiques, coordonnées, finalement, contre notre société, avec une stratégie de la tension, avec une attaque contre notre civilisation, avec une prise en main des esprits, un contrôle des esprits et une falsification de l'histoire qui est d'ailleurs, selon vous, en cours de dévoilement. Alors avant d'aller à votre solution, j'aimerais bien que vous alliez à ce constat finalement des attaques qui sont menées. Bah, écoutez, je pense que c'est presque depuis combien de temps? Depuis 2010 à peu près, depuis Nicolas Sarkozy, depuis que Nicolas Sarkozy nous a réintégrés dans le commandement intégré de l'OTAN. Mmh. Eh bien, écoutez, on vit sous le règne de la terreur, des attentats qui se succèdent, que ce soit bactériologiques ou autres, en tout cas, qu'ils soient de nature sanitaire ou de nature militaire. On est vraiment, on vit en France sous le règne de la tension. Donc ça, je pense que c'est pas, il suffit juste de le constater. Ensuite, Oui, mais vous diriez que évidemment, c'est les problèmes ne organisé? datent pas. C'est ce qui est intéressant, c'est que Ah certains bah, vous diront écoutez, bah en oui, mais tout c'est pas de cas, votre faute. Attentat terroriste, le non, non, Covid. non, mais il y a une synchronicité. Je dirais que depuis que nous avons réintégré ce commandement intégré de l'OTAN, les attentats se sont multipliés et évidemment, ça date de Nicolas Sarkozy, de la première crise monétaire, enfin la dernière récente grande crise financière que nous avons connue, donc 2007-2008. Et puis à partir de là, tout s'est succédé assez vite. On a cessé d'entendre parler de guerre. On a cessé d'avoir des attentats sur notre territoire, on a cessé d'avoir un discours militarisé qui devient On de a plus en cessé, plus c'est prégnant. on avec un négatif qu'on n'entend pas forcément à l'antenne, hein, mais on n'a pas cessé, voilà, pour On n'a préciser. pas cessé, Mmh. oui, bien sûr. Euh, Donc, bon, mais ça, c'est un constat. Mais en fait, le problème date bien entendu d'avant. On a été attaqué d'un point de vue économique. Cette concentration massive de capitaux dans les multinationales a endommagé le tissu économique des PME et a endommagé aussi un certain art de vivre à la française de tout point de vue. Vous savez, maintenant, quand vous arrivez dans une ville, vous avez toutes ces zones industrielles qui oui, nous accueillent, qui sont pas très accueillantes en fait. bien sûr. Si vous voulez, ça fait partie d'un tout qui montre une certaine dégénérescence de la société dans laquelle on vit, quoi, d'une Mmh. façon générale. Oui, oui, Mais alors allez-y. oui, oui, on peut revenir sur tout ça, mais il y a tellement d'éléments, c'est économique, social, culturel, enfin et militaire. Récemment, c'est devenu militaire, mais je dirais que cette attaque euh, auquel nous sommes confrontés, c'est une attaque qui est Mais en une fait attaque qui vient l'attaque de liée qui? à la Et soumission. oui, mais une attaque qui vient de qui est organisée comment? Si on considère que la destruction, si vous voulez, de notre tissu économique, le fait que nous soyons en guerre permanente, ça c'est clair, hein, on peut le dire aujourd'hui, le fait que nos paysages ne ressemblent plus à des paysages français, que tout ça, que nos esprits sont occupés ailleurs et ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, que tout ça finalement, c'est volontaire, Mhm, organisé mhm. par qui? Et pourquoi? Eh ben, il faut reprendre un peu le cours de l'histoire pour comprendre tout ça. Donc, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a d'abord la concentration des capitaux, l'anonymat des capitaux, la création des banques centrales, la centralisation des pouvoirs au niveau économique, au niveau monétaire et au niveau politique, jusqu'à la disparition du véritable phénomène politique pour être remplacé par un pouvoir économique qui est caché. Mmh. Et ensuite, en dernier lieu, il y a eu la fusion de ce pouvoir monétaro-économique caché avec des entités mafieuses.
Donc Vous parlez de aujourd'hui, c'est Bruxelles, ça par exemple, ou de Bruxelles, de l'ONU? non, non, je parle vraiment, au sens propre du terme des organisations mafieuses, Ah, qui ont interpénétré l'économie et qui ont interpénétré le pouvoir monétaire. Donc aujourd'hui, il y a une fusion entre ces grands intérêts, bancaires supérieurs qui régissent nos États depuis 300 ans et les intérêts mafieux supérieurs qui eux-mêmes se sont coalisés au niveau international. Donc aujourd'hui, on est dirigé par, des réellement, mafieux. on pourrait dire des entités mafieuses, mais qui sont, anonymisées, qui sont cachées derrière des apparences, légitimes, Mais alors qui, par d'entités exemple, économiques, qui est caché derrière des apparences légitimes? bah, je parle des mafias là, Clémence, je parle des mafias, qui se sont, développées et qui ont, commencé à, devenir, éduquées, qui ont fait Harvard, qui ont qui se sont, mis dans la finance et qui ont fusionné avec les intérêts, de ceux qui tenaient les Oui, mais grandes vous dites banques qu'ils ont pris une apparence aujourd'hui internationalisées. légale, et officielle. Alors quelle est cette apparence, quelle est cette vitrine aujourd'hui? Bah, la vitrine, c'est celle d'entreprise, tout Mmh. simplement. C'est l'apparence d'État qui n'ont plus que d'État que l'apparence et qui n'ont plus la structure intérieure des États, puisqu'ils sont complètement, euh, comment dirais-je, absorbés de l'intérieur par ces entités. Tout ça, ça se mêle avec, évidemment, ils ont utilisé les services de renseignement. Les services de renseignement ont été le vecteur pour eux de l'imprégnation dans les États. Mais au niveau économique, pour eux, le vecteur, c'est évidemment les entreprises et les banques, puisque les entreprises ne vivent pas sans soutien bancaire, donc il faut qu'il y ait un partenariat toujours entre des entreprises pour qu'elles se développent et des banques. Donc la légitimité apparente, c'est celle d'entités économiques traditionnelles. Sauf qu'elles sont détenues par ces entités mafieuses. Voilà, Mmh. c'est aussi simple que ça. Oui. Et c'est vrai aussi, ce qui est vrai pour les entreprises est vrai aussi pour les banques et pour les États. Donc en réalité, tout ça n'est plus que un jeu de dupes. En fait, on n'est plus dans une structure politique telle qu'elle existe dans l'inconscient collectif. Mmh. Elle existe en apparence, mais plus en réalité. Donc en réalité, tout ça est dirigé par des groupes mafieux, ce que nous dites, hein? Bah, c'est-à-dire des groupes mafieux qui se sont fusionnés avec les groupes bancaires traditionnels qui Mmh. tenaient l'affectation monétaire. Et donc ça, C'est une fusion, à quel ça moment s'est c'est pas arrivé passé cette, du jour au ouais, lendemain. Oh heu, bah, c'est arrivé tout ça a commencé, évidemment au XXe siècle, ça avait certainement peut-être commencé avant, mais le XXe siècle a été de ce point de vue-là un élément, une époque tout à fait, fédératrice pour ces entités, diverses, monétaires, économiques et mafieuses. Puisque les économiques avaient besoin des mafias pour faire pour leur servir d'homme de main. Les mafias, se sont investis, donc en partenariat et puis ensuite, tout ça est remonté joyeusement au niveau des concepts, enfin de ceux qui tenaient la monnaie, enfin mmh. des grands banquiers qui sont eux-mêmes anonymes. Hein, on connaît pas, on en connaît quelques noms évidemment qui sont les plus évidents, mais on ne connaît pas tous les gens qui tiennent, par exemple, qui sont derrière la City, par exemple. Ça, moi personnellement, je ne connais pas tous les noms des gens. Alors évidemment, il y en a certains qui sont évidents, mais on les connaît pas tous. Enfin, en tout cas, moi, je ne les connais pas tous. Mmh. Ils se cachent derrière beaucoup de structures anonymes qui fait que, Société dans une écran. très Mmh. large mesure, ils ne oui, et dans les sociétés écrans et dans les paradis fiscaux Mmh. qu'ils ont développés eux-mêmes Mmh. pour développer leurs affaires enfin, en faisant disparaître au fur et à mesure les États, en tout cas leur capacité d'action. D'accord. Est-ce que, Donc, par exemple, vous avez des éléments, quand même, un exemple concret à nous donner de ces ah bah, fusions? écoutez, non, mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui s'est développé sur le contrôle des flux de marchandises, par exemple. Donc, toutes Oui. les grandes sociétés de transport maritime sont des lieux d'interpénétration de tous ces réseaux-là. Mmh. Alors justement, vous dites, toujours dans cette histoire de flux de marchandises, de marchandisation finalement presque de notre, société, vous dites que l'État est géré comme un trust. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, l'État est géré comme un trust, oui, parce que, en fait, aujourd'hui, enfin, si on part du droit que nous connaissions, en tout cas moi, celui avec lequel j'ai été formée, les États étaient des entités qu'on appelle de droit public,
Donc, des entités de droit public ne sont pas gérées comme une entreprise, c'est-à-dire qu'elles ne répondent pas à Mmh, aux mêmes règles budgétaires, elles n'ont pas les mêmes contraintes économiques, bien ni sûr. les mêmes contraintes militaires, ni Dans puisqu'il y l'objectif a de un répondre à des intérêt missions de commun. service public, oui. Exactement, il y a un intérêt commun qui fait que, qui n'est pas enfin, qui n'est pas sur Mmh. dans le champ du commerce, et des marchandises et qui est censé gérer justement les règles, du commerce et des marchandises. Évidemment, dans le cadre de ce droit-là, il y avait aussi la personne humaine qui était hors du champ commercial. Or, aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la marchandisation, non seulement de la personne, mais y compris de ses produits et de ses éléments, de tous les éléments du vivant. On assiste à une marchandisation de plus en plus accélérée, qui ressemble d'ailleurs à et qui prend parfois la voie du chantage, qui a pris même historiquement la voie du chantage, des États et de leurs capacités. Vous savez très bien que les multinationales veulent bien s'implanter sur nos territoires, sur les territoires des États, mais elles demandent en échange des ristournes sociales ou des ristournes en termes d'impôts. Donc ça s'appelle vraiment du marchandage. Donc vous voyez bien que les États sont de plus en plus considérés comme une entité économique. Mmh, comme une Et autre, ça, ouais. c'est le propre du droit, bah oui, du droit anglo-saxon, du droit de l'amirauté, Mmh, qui a imprégné tout le droit anglo-saxon depuis 200-300 ans. mmh. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut considérer. Typiquement, aujourd'hui, c'est rentré dans le discours évident de tout le monde, y compris et surtout des économistes, c'est pas essentiellement passé par eux, mais on dit que l'État est en faillite. Or, un État, structurellement, ne peut pas être en faillite. Oui. Parce qu'un État, c'est lui qui édicte les règles de la faillite et lui n'est pas dans ce champ dans ce repère-là. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple typique. Oui. Alors, je ne sais pas, je vais revenir sur ce que vous me demandiez tout à l'heure. Vous me demandiez des exemples. Bien, Mmh. écoutez, on sait très bien que la CIA, par exemple, le MI6 et la CIA se sont développés au service d'entités économiques et au service des intérêts financiers supérieurs. Ce ne sont pas des entités qui ont été créées stricto sensu pour, comment dirais-je, préserver et Un ép protéger les intérêts étatiques. étatique. Ah oui, d'accord. Maintenant je Voilà. sais Donc en je fait, ce l'ignorais, sont oui. des entités. Voilà, alors ce sont des entités qui se présentent comme étant des services de renseignement étatiques, mais en réalité, ils sont au service du système économique qui est sous-jacent à ce que sont devenus les États. Voilà. D'accord, Alors évidemment, ça n'empêche pas que dans ces services, il y a des gens qui croient travailler pour le bien de l'État et l'intérêt général de l'État, mais en réalité, ils sont utilisés, ils sont instrumentalisés oui, mais comment vous pouvez dire ça? pour Dans leur fonctionnement? Dans le système de leur, bah, financement? déjà dans leur création, dans la façon et les personnes qui les ont créés. En fait, on voit tout de suite que pour la CIA, c'est évident. Pour le MI6, c'est pareil. C'était l'OSS. Vous savez, c'était comment un homme de la reine d'Angleterre qui a commencé à faire des opérations de renseignement, mais qui était tout à fait soumis à l'empire, en fait, au développement des intérêts impérialistes britanniques. Et en fait, tout ça, c'est coalisé parce que quand on voit le XXe siècle, ce qui s'est passé pendant la guerre, en particulier en France, les développements du Stay Behind, sous l'impulsion de la CIA et du MI6, ce sont des réseaux qui se sont développés, qui ont été repris par l'OTAN, mais qui se sont développés vraiment pour défendre des intérêts, à l'époque anticommunistes, mais surtout capitalistes bien compris, quoi. Au sens du capitalisme déviant qu'on vient d'élaborer, On a pas au bien sens compris, du ouais. capitalisme voilà, que chacun Et ça, c'est avéré, ces pense liens-là? être. Oui. Ah, voilà. C'est Donc en li fait, oui. tout est falsifié en fait. Les Mmh. mots n'ont plus de sens puisque quand on parle d'une chose, les gens qui tirent les ficelles derrière ne sont pas du tout des gens bienveillants, croyant servir comment dirais-je, au service d'un système bienveillant. Mmh. Ça a été infiltré, comment, subverti et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'État, bah, en fait, les États n'existent plus. Quand on parle d'économie, les économies ont été complètement, on est quasiment en phase pré-terminale des PME et des TPE. Donc, en réalité, il y a un accaparement des richesses qui est inouï, qui peut-être n'a jamais existé en toute l'histoire de l'humanité.
C'est vraiment quelque chose de phénoménal. En fait, vous rejoignez, ce que nous expliquait tout à l'heure, Renaud Bochart, hein, qui nous expliquait qu'aujourd'hui, il y a, le monde réel et puis, ce monde virtuel et en fait, qu'aujourd'hui, toutes nos institutions, nos règles, les jurisprudences et cetera, dépendent d'une forme, d'inconscient qui s'est mis en place, virtuel, enfin qui a changé les valeurs progressivement, sans que nous nous en rendions compte, nous, au quotidien, on va dire. Et est-ce que d'ailleurs à ce sujet, vous êtes, vous d'accord avec cette notion d'état profond, par exemple? Est-ce que c'est une définition dans laquelle vous vous reconnaissez? Bah, l'état profond, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que les services de renseignement ont la main et les services de renseignement, on ne comprend pas qui c'est vraiment. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les intérêts financiers supérieurs alliés aux mafias elles-mêmes internationalisées, qui sont derrière tous ces faux semblants. C'est ce qu'il faut comprendre. Et tant que ça n'est pas intégré dans l'esprit des les gens ne comprennent pas qu'ils ne vivent plus dans un état. Parce qu'évidemment, toutes les apparences sont maintenues, mais Mmh. elles ont été vidées de leur substance par la réalité du rapport de force et par la réalité du fonctionnement interne de toutes ces institutions. Donc, c'est tout à fait, enfin, c'est très dystopique. Oui, C'est oui. très dystopique parce que, on a une apparence qui ne correspond plus à la réalité. Donc ça crée des dissonances cognitives chez les gens et l'ampleur du phénomène est telle qu'en réalité, ça paraît, tellement surréaliste que les gens et nous-mêmes, on peut avoir beaucoup de mal, nous avons beaucoup de mal à intégrer cette nouvelle réalité dans nos inconscients et dans l'inconscient collectif. Oui, surréaliste ou aujourd'hui on utilisera le terme de complotiste, en fait. Se dire que, derrière ce fonctionnement, démocratique officiel, il y a d'autres choses qui se passent et que, nous ne savons pas ou que nous ne que les grands de ce monde ne souhaitent pas reconnaître. Oui, parce qu'on a été, peu à peu, on a été progressivement dépossédé de notre capacité à appréhender le réel et à comprendre que souvent et tout le temps, le réel dépend d'un rapport de force. Et à partir du moment où on n'est pas capable d'appréhender cette réalité-là, on ne peut plus aller chercher, on n'a même plus comment dirais-je? L'allant d'aller chercher les réels rapports de force qui régulent nos sociétés, qui Mmh. sont derrière nos sociétés. Or, quand on fait cet effort et quand on a quelques règles qui nous permettent d'aller les chercher, on comprend tout de suite où se trouvent ces rapports de force. Alors Et ouais. aujourd'hui, effectivement, on est dans une période de bascule complète parce que les règles économiques et monétaires qui ont fonctionné jusqu'à présent sont en train de basculer. Alors justement, j'aimerais bien Et que cette bascule ouais. va évidemment entraîner, comme ça l'a toujours fait dans l'histoire, des troubles, militaires, des troubles, vraiment, de type, guerrier. Enfin, c'est d'ailleurs on le constate, nous sommes de plus en plus en état de guerre, permanent. Permanente, ouais, ça c'est Ce qui certain. sert de gouvernement le répète à longueur de journée, c'est sanitaire ou militaire ou autre, enfin on est Mmh. toujours en guerre, quoi. Écologique, oui, oui, tout En à fait. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux sont en guerre contre nous surtout. Ça, on l'avait plus ou moins compris, en effet. Alors je voudrais revenir, 2 choses. Vous dites: «Aujourd'hui, on a un point de bascule, ce rapport de force, peut être inversé». Pourquoi aujourd'hui une telle faiblesse de ce système qui a tenu, si longtemps? Comment vous l'expliquez? Et enfin, on va arriver à la solution que vous proposez et finalement, votre solution, c'est retrouver le politique, tout simplement, puisqu'on était dans un monde qui au service d'intérêts économiques, mafieux, comme vous le dites. Donc comment retrouver le politique? Mais d'abord, pourquoi cette, défaillance de ce système finalement, qui a bien fonctionné pendant une quarantaine, cinquantaine d'années? Bah, c'est un peu le résultat justement de son succès. Vous savez, il y a un moment où euh, le pouvoir devient tellement énorme qu'il a à gérer beaucoup, beaucoup de paramètres et qu'il y a progressivement, il y a des tas de détails qui lui échappent et progressivement, il perd le contrôle en fait face à l'immensité des choses à gérer, quoi. C'est presque, c'est difficile de l'appréhender pour des humains. Des telles puissances de contrôle sont difficiles à maintenir quand même, d'une certaine façon. Ça, c'est l'aspect théorique. Mmh. Maintenant, au niveau pratique, il y a plusieurs choses qui ont fait que ce système est en train de basculer. D'une part, évidemment, la perte de contrôle de la nécessité de création monétaire, parce qu'effectivement, à force d'avoir abusé des règles de sa puissance,
la monnaie a perdu en fait de sa consistance sociale, de sa consistance réelle, Mmh. de la raison pour laquelle donc elle a été émise en quantité tellement importante. Et là, je fais référence au développement sur le dollar qui est devenu la monnaie mondiale enfin, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale par les accords de Bretton Woods. Mais je fais aussi référence à deux autres choses, c'est-à-dire la réémergence en fait de l'empire du milieu, enfin de la Chine, hein, en tant que qu'empire millénaire, c'est-à-dire en tant que quantité, mode de vie, en tant que mode de pensée, en tant que empire réel, c'est-à-dire autonome et pas soumis à des injonctions de fonctionnement externe, comme ça l'a été les 200-300 dernières années. Ça, c'est l'élément principal parce que l'empire, enfin les Chinois, la Chine actuelle, a vraiment décidé de reprendre en main son contrôle civilisationnel, son développement civilisationnel. Et ça, en réalité, la toute-puissance de cette entité semi-mafieuse, monétaro-mafieuse que je décrivais, ne pouvait marcher que en ayant des alliés dans ces pays-là. Or, je ne dis pas qu'ils n'ont plus d'alliés dans ces pays-là, mais ce que j'estime en revanche, c'est que l'avènement de Xi Jinping au pouvoir a marqué le retour en fait d'une volonté impériale, en tout cas pas impériale nécessairement au sens où on l'entend dans nos contrées, Oui, c'est-à-dire pas nécessairement au sens de la colonisation oui, oui. du monde entier, mais en tout cas au sens de la réémergence de ses propres valeurs, de ses propres On intérêts. pourrait dire Donc c'est un national, oui. ensemble à la fois culturel, économique, politique, institutionnel, c'est tout ça qui est derrière. Donc ça a été le coup La d'arrêt, Chine, je les dirais, BRICS, peut-être. oui, oui, ces alliances-là, c'est vrai, mettent à mal, notamment l'alliance du dollar. Exactement, exactement. Alors les briques, ça veut pas dire grand-chose parce que c'est pas, je pense, enfin en tout cas moi, la façon dont je conçois les briques, c'est pas dans une optique de bloc comme nous l'avons connu, bloc de l'Est, bloc de Mmh. l'Ouest. Les briques ne sont pas une Tout à entité fait, oui. de Mmh. bloc parce que par exemple l'Inde est peut-être, en tout cas sera évidemment le premier, le premier ennemi, le premier concurrent de la Chine. Mmh. Donc la Chine et l'Inde ne sont pas des alliés naturels. De la même façon, je dirais que l'alliance entre la Chine et la Russie est d'une certaine manière et dans une large mesure, à mon avis, conjoncturelle, parce que l'Ouest, enfin l'Occident collectif, a défié aussi la Russie sur son territoire et ne pense qu'à la démanteler. Oui, mais justement, Donc la c'est une Russie doit alliance, chercher des alliés. d'opportunisme, de ce qu'on appelle de réel-politique et ces pays-là sont d'accord pour aujourd'hui mettre un frein à l'impérialisme américain et surtout à l'importance du dollar. Donc c'est là-dessus Tout à finalement, c'est fait, c'est en opposition qu'ils se retrouvent. absolument. Oui. Absolument, exactement. Et en fait, ils sont d'accord sur ça, mais ils ne sont pas forcément d'accord sur leur développement futur, sur Oui. leur ligne de conduite future. Donc, Mmh. ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une logique de bloc, mais ceci étant, ça met à mal quand même la toute-puissance Mmh. de la haute finance qui s'est développée à l'Ouest depuis les guerres de l'opium, hein, faut bien le dire, par le biais des banques et alliées qui se sont progressivement, qui étaient déjà, mais qui se sont progressivement fusionnés avec toutes ces mafias qu'elles avaient aidé à se développer d'ailleurs, hein. Il faut comprendre que leurs intérêts communs ne datent pas d'hier. Ce qui est plus récent, c'est la fusion en fait entre tous ces intérêts-là. Oui. Oui, oui, ça c'est intéressant en effet. Alors aujourd'hui, comment, entre guillemets, si on considère qu'on est déjà dans un camp, celui de ceux qui, voulons ce basculement, comment, aider et pousser ce basculement vers, un renouveau de notre société et du politique? Bah, écoutez, là, c'est là où on en arrive à la solution que je propose, Mmh. Clémence, qui s'appelle Révolu droit, qui est une réforme en profondeur de l'État pour réinventer en fait ce qui a déjà existé dans l'histoire. C'est la roue qui tourne, c'est Mmh. juste, vous savez, l'histoire c'est un éternel recommencement. Donc réinventer l'État au sens de protection de l'intérêt général, réinventer la préservation de l'individu, de sa dignité et du respect dû au vivant. Ça, tout ça, ce sont des notions qui ont été développées tout au long du Moyen Âge et en particulier par les grands penseurs de l'Église qui étaient souvent issus
presque toujours issus du clergé régulier. Et évidemment, le premier qui vient en tête, c'est saint Thomas d'Aquin. Oui. Donc, tous ces principes de responsabilité individuelle, collective, tous ces principes de dignité de la personne humaine et de quand je parle de responsabilité, je parle effectivement au niveau responsabilité juridique et politique, donc c'est-à-dire avec une réelle résonance qui suppose la fin de l'anonymat et de toutes ces entités économiques anonymes. Mmh. Eh bien, c'est des choses qui ont existé en l'histoire, qui ont fait leurs preuves, qui n'ont été démantelées qu'à grand renfort, avec beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup, beaucoup de financement derrière. Donc, Oui, vous savez, c'est pas si difficile que ça, mais simplement, on ne peut pas basculer dans ce monde tant que les gens n'ont pas compris oui, c'est ça. quelle était la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Oui, et donc dans les solutions, vous proposez notamment, donc évidemment de s'émanciper de cette hégémonie financière, de réhabiliter le droit naturel qui est issu de la loi naturelle et vous proposez également le retour finalement à une forme de politique locale. Vous parlez notamment des groupements d'intérêt qui, puisque vous parliez du Moyen Âge, font penser au système des corporatismes du Moyen Âge. Tout à fait. En fait, les groupements d'intérêt que je réhabilite sont une émanation de l'idée des corporations d'Ancien Régime, mais beaucoup plus élargie, parce que vous savez que les corporations d'Ancien Régime ne concernaient que le monde de l'artisanat et du commerce. Or là, je l'étends à toutes les activités humaines. Pourquoi? Parce que je tiens compte du contexte actuel. Vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle et de toutes les capacités mécaniques actuelles, eh bien, les métiers tels qu'on les a connus vont tendre à disparaître. Mmh, Or, ce qui ne disparaîtra jamais, c'est l'activité humaine. Parce que l'activité des humains ne disparaîtra qu'avec les humains eux-mêmes. mmh. Tant qu'il y a des humains, il y a des activités humaines. Donc, ces activités, elles doivent être régulées pour revenir un peu au réel de la vie, comment dirais-je, des gens qui sont sur cette terre, Mmh. des personnes qui sont là pour essayer de vivre le mieux possible en eux-mêmes et au milieu d'un groupe. Parce que vous Oui, savez que la personne physique, indépendante, toute seule, sans le groupe, n'est rien. On évidemment. est très très faible. Non, non, mais Donc il faut protéger le groupe. Il faut ne pas donner trop d'importance au groupe, mais ne pas donner non plus trop d'importance à la personne individuelle. C'est un équilibre entre l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt général et les intérêts individuels. Là, peu à peu, les intérêts privés ont pris le pas sur l'intérêt de groupe, en nous faisant croire que l'intérêt des principaux détenteurs de capitaux était l'intérêt général. Donc mmh. c'est vraiment totalement aberrant. Et c'est Donc là, là, il on faut arrive, comme vous le dites, à cette réinvestir. dystopie, oui. Bah, c'est une dystopie. Il suffit de réinvestir toute notre histoire millénaire. En fait, Mmh. tout a déjà été inventé. Il faut juste le réadapter à notre monde actuel. Et les choses ne sont pas si compliquées que ça, puisque vous savez, quand on avait des grands principes de droit à l'époque où le droit existait encore, eh bien, il régulait en fait il régulait le droit positif de sorte que tous les excès de logorée législative que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas possibles, n'étaient pas même pas pensables. Donc il faut réinvestir en fait toute notre civilisation. Oui. Ce fut une civilisation européenne, mais elle fut une civilisation parce elle était fondée non pas sur des règles de type constitution, mais elle était fondée sur des grands principes. Et ces Mmh. grands principes, eux-mêmes fondés sur des valeurs. Et ces valeurs ont été clairement identifiées, clairement définies par, je le répète, les grands penseurs de l'Église, en particulier saint Thomas d'Aquin, Mmh. qui a réinvesti toute notre histoire, y compris antique. Donc, je dirais que je n'invente rien. En fait, je ne fais que réhabiliter la véritable histoire de France, en insistant quand même sur le fait que l'avènement du parlementarisme représentatif et d'une banque centrale, enfin surtout le parlementarisme représentatif, une institution qui était hors de l'histoire française. Ça nous a été imposé, mais c'est quelque chose qui vient du monde britannique, donc qui est complètement étranger à notre réalité politique et historique. Mmh. Voilà. D'ailleurs, Donc c'est important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, on croit que le parlementarisme, c'est la quintessence de la démocratie, mais ça ne l'a jamais été. oui. C'est fondé sur les partis politiques qui sont eux-mêmes une émanation des clubs britanniques, donc on est toujours dans l'entre-soi. Oui. C'est absolument pas, n'est Et ça, démocratique dans cette institution. cet entre-soi, on le sent plus que jamais aujourd'hui. Et quand vous parlez de parlementarisme, je précise que vous êtes pour le retour au mandat impératif, mais surtout, et c'est très important, et on va conclure là-dessus, donc sur
le retour d'abord du droit naturel, enfin le fait de le remettre à l'honneur, et puis l'organisation autour de ces groupements d'intérêt qui sont des corporations revisitées évidemment, et comme fonctionnaient les corporations du Moyen Âge, qui fonctionnaient très bien, faut-il le rappeler. Et donc finalement un retour au local. Et quand on voit qu'aujourd'hui nos règles nous viennent de Bruxelles, ou encore, comme vous le dites, des banques centrales américaines et autres, en effet, il est bon de revenir aux intérêts propres des Français qui s'organisent et qui vivent dans ces localités. Et c'est bien là une réponse, je pense, dont on a tous besoin. Et donc, pour comprendre et pour conclure, on a besoin vraiment aujourd'hui d'accompagner cette bascule vers une nouvelle solution qui pourrait nous sauver tout simplement. Donc merci beaucoup Valérie Bugeaud pour cet ouvrage. La véritable alternative au Great Reset vers un renouveau de l'État avec Révolu Droit. Révolu Droit, donc c'est votre système de pensée finalement que vous avez commencé à nous développer. Merci encore. Je rappelle que c'est un livre aux éditions Sigest. Merci beaucoup Valérie Bugeaud.